Alors, nous arrivons au terme de ce grand oral avec le candidat du Parti Les Républicains, François Fillon, bientôt 63 ans. François Fillon sait-il à quel point la Mutualité française et tous les think tanks qui participent à cette matinée lui savent gré de la façon dont il a placé la santé au cœur de la campagne. Pas seulement au moment de sa désignation par la primaire de droite, quand une polémique a suivi son annonce d'une nouvelle répartition du risque entre complémentaires et assurance maladie, mais aussi, encore aujourd'hui, quand il a annoncé par voie de presse qu'il allait, devant vous, amender, modifier, compléter, préciser sa pensée sur les questions de la santé dans cette campagne présidentielle. Un journaliste à la mer. François Fillon va nous rejoindre pour s'expliquer et je vous demande de l'accueillir. François Fillon, s'il vous plaît. Bonjour. Ici. Je vous laisse vous installer. Vous avez 5 minutes, monsieur Fillon. Ici. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je veux d'abord remercier la Mutualité d'avoir organisé cette journée de présentation des programmes santé des candidats à l'élection présidentielle. Audrey Pulvar vient de le rappeler, j'ai voulu placer la santé au cœur de mon projet. Ça m'a valu d'être caricaturé, d'être dénoncé comme le chantre de la privatisation de la sécurité sociale et le faux-nez des assureurs privés. Le cœur de tous ceux qui ne veulent rien changer s'est déchaîné. Comme aurait dit Edgar Faure, les forces de l'immobilisme se sont mises en mouvement et rien ne pourra les arrêter. Mais comment justifier ce déni et ce refus de poser la question de l'articulation des rôles entre sécurité sociale et organismes complémentaires? C'est bien un sujet central, sauf à vouloir étatiser notre système de santé et supprimer les complémentaires, comme certains n'ont pas hésité à le proposer. J'ai alors voulu mettre les cartes sur la table, entendre toutes les critiques, toutes les propositions. Nous avons reçu l'ensemble des acteurs de la santé et de la protection sociale. Tous ceux qui voulaient être entendus ou faire des propositions l'ont été. Et ça me permet de faire un premier constat, qui est d'ailleurs corroboré par votre sondage. Nos compatriotes sont attachés à notre système de santé et d'assurance maladie, mais ils sont inquiets pour son avenir, inquiets parce qu'ils constatent qu'il se dégrade, et inquiets parce qu'ils savent bien que les problèmes de financement menacent sa pérennité. Nous avons vu aussi combien les professionnels de santé sont démotivés et démoralisés. L'absurde généralisation obligatoire du tiers payant est le symbole d'une intervention étatique et d'une forme de méfiance des pouvoirs publics à l'égard des professionnels libéraux d'une part, mais aussi à l'égard des complémentaires, avec ces contrats responsables qui n'ont de responsable que le nom. Il faut donc arrêter cette politique de l'autruche, partager le diagnostic sur davantage de liberté et de responsabilité que j'avais déjà posé à l'automne et proposer des solutions pour sauvegarder notre sécurité sociale. C'est ma démarche, c'est ma méthode, un travail de concertation avec tous les acteurs. Et d'ailleurs, si les Français me font confiance, j'organiserai à la fin de 2017 ou au début de 2018 des assises de notre système de santé. Ce système, il doit être réformé, mais il doit rester solidaire et il doit rester fondé sur la médecine libérale. C'est ainsi qu'on pourra assurer sa pérennité. Sur la base de ces consultations, je veux vous livrer rapidement le cœur de mes propositions. Elles sont au fond au nombre de 3. Premièrement, mieux soigner. Ça veut dire mieux prévenir, avec une prise en charge par l'assurance maladie d'une consultation de prévention tous les 2 ans pour tous les Français. Ça veut dire une meilleure organisation des soins qui permette de sortir de l'hospitalocentrisme tout en modernisant notre hôpital public par un choix résolu en faveur de son autonomie, en donnant toute leur place aux établissements de santé privés et en confortant le rôle de la médecine de ville. Priorité sera donnée à la mise en œuvre des parcours de soins dont le médecin traitant sera l'acteur central. Priorité également à la recomposition de l'offre hospitalière et à la lutte contre les déserts médicaux. Deuxième axe, mieux rembourser. Il n'y a pas de fatalité à ce que l'assurance maladie ne couvre que l'hospitalisation et les affectations de longue durée et se désengage des soins courants, comme c'est le cas aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui.
Le remboursement à 100% par la sécurité sociale des lunettes pour les enfants sera réalisé. D'une façon plus large, nous voulons, à l'objectif du quinquennat, viser un reste à charge le plus proche possible de zéro pour les dépenses les plus coûteuses pour les ménages, avec un nouveau partenariat entre la sécurité sociale et les complémentaires. Le président Baudet a en effet évoqué il y a quelques semaines un plan d'ensemble sur la prise en charge des dépenses de santé entre l'assurance maladie et les complémentaires. C'est ce que nous devons faire. Et c'est le sens de la création de l'agence associant l'État, les caisses de sécurité sociale, les organismes complémentaires et les professions de santé, qui ne doit pas être un instrument de pilotage par l'État, mais au contraire un instrument de gouvernement collégial de notre système de santé. Elle permettra de préparer des accords sur le partage des remboursements entre l'assurance maladie, qui doit rester le pilier du système de santé, mais en lien avec les complémentaires. Et ça de façon transparente et organisée, et c'est dans ce cadre qu'on pourra mettre à plat les différentes taxes qui touchent les complémentaires. Nous examinerons ensemble comment améliorer l'aide à l'acquisition d'une couverture santé pour les seniors, qui sont les grands oubliés de la pseudo-généralisation de la complémentarité santé du gouvernement actuel. Enfin, je vous le redis avec force, il n'est pas de question de toucher à l'assurance maladie, et encore moins de la privatiser, ni même de baisser son taux d'intervention. C'est en rendant plus lisible la couverture par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé qu'on rendra aussi plus juste les remboursements des soins pour les Français. Enfin, dernier axe, mieux gérer. Impossible de continuer avec un déficit quasi structurel de l'assurance maladie. Nous ferons 20 milliards d'économies sur 5 ans, grâce à des efforts d'efficience et en maintenant la progression de l'ONDAM en deçà de 2%. On va s'attaquer de façon cohérente et concertée à toutes les causes de non-qualité de notre système de santé, le recours excessif à l'hôpital, l'insuffisante coordination des soins, le trop grand nombre de soins redondants et inutiles. Évidemment, ça demande des efforts, mais ce sont justement ces efforts qui nous permettront de mieux rembourser, de ramener durablement l'assurance maladie à l'équilibre et de répondre aux défis de l'accès pour tous aux innovations thérapeutiques. Voilà, mesdames et messieurs, résumé de façon évidemment beaucoup trop synthétique les propositions que je fais. Il y aura évidemment d'autres mesures, notamment pour améliorer la situation des personnes handicapées et la prise en charge de la perte d'autonomie. Vous voyez que ces propositions sont loin des caricatures et qu'elles permettent d'ouvrir un vrai débat avec les professionnels de santé. Merci beaucoup, François Fillon. Je vous laisse prendre place ici, où Thierry Pêche, directeur général de Terra Nova, va de nouveau nous rejoindre. Je profite du temps où il s'installe pour vous dire que vous pouvez, depuis le début de notre matinée, suivre nos débats et les interventions des candidats sur LCP Public Sénat. Thierry, je sais que vous aussi, vous avez étudié avec beaucoup d'attention les propositions de François Fillon et celles qu'il a formulées depuis hier. Et vous avez noté plusieurs ambiguïtés dans son propos. Écoutez, Monsieur Fillon, d'abord ravi d'avoir cette occasion de discuter avec vous. Votre programme me surprend. Je vous trouve libéral quand ça vous arrange. Vous êtes libéral quand vous défendez la liberté d'installation, la liberté de choix, quand vous défendez la transparence sur la performance relative des établissements de santé, ce qui revient à une mise en concurrence finalement des établissements de santé. Mais vous ne l'êtes pas, ou alors j'ai mal lu, ou j'ai mal entendu, vous allez avoir l'occasion de le préciser, en matière d'optique, de prothèses. Emmanuel Macron, qui était à votre place tout à l'heure, lui, mise beaucoup justement sur la concurrence dans ce domaine. Pourquoi ? Est-ce que j'ai mal lu ? Et si j'ai bien lu, pourquoi ? D'abord, vous avez parfaitement raison. Je ne suis pas libéral, je ne suis pas socialiste, je ne suis pas dogmatique, je ne suis pas idéologue. C'est-à-dire que j'essaie de trouver des réponses aux questions qui se posent. Et j'essaie de les trouver en affrontant les contradictions de la société française, qui n'est ni libérale ni non libérale. Et par rapport à la question que vous posez, ce que je veux, c'est qu'on ait un taux de remboursement qui soit le plus proche possible, ou un reste à charge qui soit le plus proche possible de zéro. Et en travaillant avec l'ensemble des acteurs, et notamment avec les responsables des complémentaires et des mutuelles, je me suis rendu compte qu'il y avait une marge pour améliorer la prise en charge entre la sécurité sociale et les complémentaires, d'une part en mieux coordonnant les choses, mais aussi en contrôlant le coût des prestations.
Et c'est la raison, j'imagine que c'est ça au fond votre question, c'est que je suis pour un contrôle du coût des prestations en optique, en prothèses dentaires ou dans le domaine des prothèses auditives. Il faut trouver le bon équilibre entre la qualité, le coût de la prestation qui doit être raisonnable et qui permette le remboursement le plus proche possible de zéro. Parce qu'au fond, quand on regarde le budget d'un ménage français, les sujets que je viens d'évoquer, ce sont les plus fortes sources de dépenses en matière de santé. Une question sur l'hôpital à présent. Vous faites un portrait très sévère de la situation à l'hôpital. Vous décrivez une institution exsangue. En même temps, vous voulez y supprimer des postes. Combien de postes? Comment? À quel rythme? Parmi les 500 000 J'ai cru comprendre que sur les 500 000 que vous souhaitiez supprimer, il y en aurait à peu près 100 000 à l'hôpital. Un cinquième, vous allez préciser ça. Comment vous faites pour réaliser ce miracle de supprimer autant de postes dans une institution exsangue? Pardon, mais le miracle, c'est celui qui consiste à continuer à s'endetter pour financer des dépenses quotidiennes. Et ce miracle-là, il va bientôt se transformer en cauchemar. On est aujourd'hui à 100% d'endettement public, c'est-à-dire 100% de notre richesse nationale, c'est-à-dire qu'on est totalement entré dans la zone rouge. C'est la zone de l'Italie, c'est la zone du Portugal, c'est la zone de l'Espagne, c'est quasiment la zone un peu moins de la Grèce, c'est-à-dire que la perspective d'une crise financière majeure, elle est devant nous. Je pensais honnêtement qu'elle viendrait plus tôt. Elle n'est pas venue parce que nous avons eu une politique de la Banque centrale européenne magique qui a permis d'avoir des taux d'intérêt quasiment à zéro. On voit que cette politique touche à sa fin et qu'on va entrer dans le dur. Et donc la question de la diminution de la dépense publique, moi je la mets sur la table parce que je veux parler vrai, beaucoup d'autres candidats la laissent derrière. Il faudra diminuer le nombre d'emplois publics. Il y a 6 millions d'emplois publics en France. Je propose de réduire sur 5 ans de 8% ces emplois publics. Évidemment, c'est facile de caricaturer en disant on va supprimer des policiers, des infirmières et des gendarmes, comme si tous les fonctionnaires, tous les emplois publics étaient des policiers, des infirmières et des gendarmes. Voilà. Sur l'hôpital. Oui, mais je vais me concentrer sur l'hôpital. Sur l'hôpital, ça ne doit évidemment pas toucher les soignants. Ça doit être principalement sur les fonctions administratives. Et ça concerne d'ailleurs l'ensemble de la société française. Il y a un excès bureaucratique qui n'est pas dû au personnel qui font leur travail avec le plus grand dévouement, mais qui est dû à notre système. On doit moderniser notre système administratif en utilisant massivement le numérique, en externalisant des fonctions, en diminuant les effectifs administratifs. Puis deuxièmement, je sais que c'est un débat difficile, mais voilà, je suis là pour aborder les débats difficiles. Je pense qu'il faudra augmenter le temps de travail et que la France ne se sortira pas de ces difficultés, en tout cas en maintenant les niveaux de salaire et même en améliorant les conditions de travail des Français sans une augmentation du temps de travail. Mais une augmentation du temps de travail dans l'hôpital public où on a déjà des stocks de millions et de millions d'heures justement, ce serait bien non prises et des personnels ce qui montre l'absurdité du système qui consiste à faire croire qu'on est passé à 35 heures tout en multipliant les heures supplémentaires qu'on n'est pas en mesure de payer. Donc il y a une négociation à engager pour permettre d'augmenter le temps de travail, d'améliorer les conditions de travail, parce que c'est un des éléments fondamentaux du sujet, et d'améliorer les perspectives de carrière, les perspectives d'augmentation de salaire. On a aujourd'hui une fonction publique, et ça vaut pour l'hôpital comme pour toutes les autres fonctions publiques, où les perspectives d'augmentation de salaire ou d'amélioration de la situation matérielle sont égales à zéro pour les 10 ou 15 ans qui viennent. C'est juste ingérable. Donc je pense que c'est difficile, mais qu'il faut passage le faire. À 39 heures, donc, payer combien? Passage à 39 heures, négocier avec des avantages en matière d'organisation du travail et des perspectives salariales. Donc c'est une négociation. La négociation, par définition, elle est ouverte et c'est pas moi qui la tranche. Alors j'ai lu votre nouveau programme et il y a beaucoup de choses, de dépenses qui ne sont pas chiffrées. Vous avez chiffré des économies. Vous avez cherché 20 milliards sur 5 ans d'économies de gains d'efficience, dites-vous. En revanche, par exemple, la consultation de prévention, gratuite tous les 2 ans, une consultation longue, 35 € je crois la consultation, il y a 67 millions de Français, c'est 1 milliard d'euros par an. Sur le quinquennat, c'est 5 milliards d'euros, sauf à ce que vous projetiez un taux de non-recours très, très élevé. Il y a d'autres dépenses de ce type. Vous dites, c'est un sujet très intéressant d'ailleurs, vous voulez
rembourser la téléconsultation médicale. Mais ça suppose du très haut débit partout sur le territoire. Ça suppose de l'éducation de vieilles gens qui parfois n'ont pas l'habitude d'utiliser ces outils. Est-ce que vous allez chiffrer sérieusement vos dépenses? Parce que quand on les met en regard de vos économies, on se demande si à la fin, le solde ne sera pas de zéro. Est-ce qu'il y a des coûts cachés? D'abord, il y a une première chose que je veux dire, c'est que moi, je fais le pari que la prévention, ça rapporte. Voilà. Parce qu'on peut évidemment être toujours dans une situation figée et immobile, où on ne peut faire aucune nouvelle dépense parce qu'on n'en a pas les moyens et qu'on est dans un système qui est exsangue. Mais on voit bien que ce système s'alourdit de lui-même, qui devient de moins en moins efficace et qui craque. Donc l'idée de dépenser de l'argent sur la prévention, le pari qu'on fait, c'est que la prévention permet de faire des économies considérables sur le reste de l'activité de santé. Et pourtant, vous voulez remettre en cause l'AME, oui, qui est une forme de prévention également. Si je peux finir sur ce sujet-là. Ensuite, M. Pech a dit il faut le haut débit partout. Oui, bien sûr, il faut le haut débit partout. Je propose, pour financer le haut débit partout, que l'État se débarrasse de toutes les participations, en tout cas d'un grand nombre de participations qu'il a dans des sociétés privées et qui sont parfaitement inutiles. Qu'on constitue avec cela un fonds d'investissement et que ce fonds d'investissement serve à financer le haut débit partout. Quant aux personnes âgées qui ne maîtriseraient pas les nouvelles technologies, je vous assure qu'il n'y en a plus beaucoup. Et j'en ai l'expérience. Non. C'est une bonne nouvelle. Je me souviens comme maire avoir créé un cybercentre dans ma commune et au bout d'un moment, j'ai été obligé de mettre des limites à la participation, à l'occupation de ce centre par les personnes âgées, parce que sinon il n'y avait plus de temps libre pour les autres. Voilà. Sur l'AME ? Sur l'AME, c'est une prestation, un dispositif qui a complètement échappé à tout contrôle, qui est au-delà du milliard d'euros. Je rappelle qu'il avait été imaginé au départ par Mme Aubry à 50 millions d'euros, qui est complètement détourné de sa destination. Donc je la supprime et je la remplace par un non-paiement des frais de santé strictement contrôlé. Voilà. Thierry, sur le travail peut-être ? Oui, il y a un sujet qui est, je crois, absent de votre proposition, c'est le travail. Il y avait à votre place tout à l'heure Benoît Hamon, qui lui a donné une grande place dans son projet de santé au travail. Vous avez été le ministre des Affaires sociales d'un gouvernement qui a fait une réforme des retraites, en contrepartie de laquelle, en 2003, il devait y avoir une négociation sur la pénibilité. Cette négociation a été, c'est moins qu'on puisse dire, assez pénible. Elle a duré longtemps. Il y a des questions de burn-out, il y a des questions de maladies professionnelles, d'usure au travail. Pourquoi vous n'en parlez pas du tout? Vous parlez de prévention en milieu scolaire, vous parlez de la médecine scolaire, vous ne parlez pas de la médecine du travail. Pourquoi cette absence? D'abord, la médecine du travail existe, on n'est pas obligé de tout changer et de tout modifier. Donc si je n'en parle pas, c'est que tout va bien. Non, c'est pas que tout va bien, c'est qu'on ne la modifie pas et que dans les consultations que nous avons organisées, il n'y a pas eu émergence d'une vraie réflexion et d'une vraie revendication sur ce sujet. Mais votre question me permet de dire une chose très très importante, c'est que le vieillissement de la population lance des défis considérables, la dépendance, etc. Mais il nous oblige à affronter de face la question de l'âge légal de départ à la retraite. Je pense être le seul candidat, et je sais que c'est pas facile, à proposer un passage progressif à 65 ans. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir que si on est capable de financer correctement les régimes de retraite, on a un peu plus de moyens financiers pour faire le reste. Et quant à la pénibilité, c'est vrai qu'on a cherché en 2003, dans le cadre de la réforme que j'avais conduite, à introduire la pénibilité et qu'on n'y est pas arrivé. Et on n'y est pas arrivé pour une raison simple, c'est que c'est quasiment impossible. Il n'y a pas un pays au monde... Il ne fallait pas le promettre. Comment ? Si c'est impossible, il fallait pas le promettre. On a essayé. Voilà. Il n'y a pas un pays au monde qui a un régime, qui a des régimes de retraite qui prennent en compte la pénibilité, en tout cas telle qu'on l'avait imaginée. Donc il y a la tentative qui a été faite par le gouvernement actuel qui se solde ou qui va se solder par un échec total, une incapacité des entreprises, des artisans, des agriculteurs à mettre en place ce dispositif. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout espoir et toute recherche en matière de pénibilité, mais le seul critère que j'avais trouvé en 2003 objectif en matière de pénibilité, c'est la durée de vie par catégorie professionnelle. Et ça m'avait stoppé tout de suite parce que les personnes qui vivent le plus longtemps dans notre pays sont les curés et ensuite sont les enseignants. Voilà. Et les gens qui démographiquement, ils n'ont pas tout à fait le même poids. Non, bien sûr. Et les gens qui vivent le moins longtemps, c'est les gens qui travaillent dehors.
C'est les maçons, c'est les couvreurs, c'est les agriculteurs. Donc ce que vous nous dites, c'est que cette question de la pénibilité, finalement, ne pourra jamais être réglée. Pour la résoudre, par exemple, il faudrait accepter l'idée que ceux qui ont une espérance de vie plus longue travaillent plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas réussi à convaincre les Français que leur travail n'était pas pénible. Parce que la vérité, c'est quand vous êtes dans ce débat, la quasi-totalité des gens que vous avez en face de vous considèrent que leur travail est pénible. C'est-à-dire que vous pensez que pour les ouvriers, la carrière devrait être plus courte? Oui. Pour la même raison. Si on arrivait à moduler... C'est un scoop. Si on arrivait à moduler la durée de travail en fonction de ce critère, qui mérite d'être affiné parce que c'est un critère par catégorie professionnelle, il y a une piste en tout cas. Il y a une piste. D'accord. Question d'un internaute pour terminer, Monsieur Fillon, qu'on va voir s'afficher. Question de Jean Dubois-Joly. Pourquoi vouloir supprimer le tiers payant généralisé, véritable levier d'accès aux soins? Vous aviez en partie répondu. Oui, pour une raison simple, c'est que pour moi, d'abord, la question de la responsabilité doit rester au cœur du dispositif. Je pense que quand on n'a plus aucune visibilité sur le coût des soins, je pense que ça ne va pas dans le bon sens. Voilà. C'est une question presque de principe. Puis il y a un deuxième sujet, qui est le sujet de la charge administrative pour les médecins. Il faudrait déjà réduire cette charge administrative. Au fond, c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les soignants, il faudrait dégager du temps de soins en réduisant le temps administratif. Et là, on augmente le temps administratif. Enfin, il y a une dernière raison, c'est que je pense que ces réformes-là ne peuvent pas être faites sans un consensus des professionnels. Et là, en l'occurrence, il n'existe pas. Une toute dernière question, très rapide, question Twitter, parce qu'on avait appelé à la contribution sur les réseaux sociaux, puis finalement on n'a pas eu le temps d'en placer une. Question de Justine. Que pensent les candidats du mouvement de grève étudiant dentaire depuis 6 semaines? Vous avez un avis sur la question? J'ai pas d'avis sur la question pour la bonne raison que je ne l'ai pas rencontré, que je ne connais pas les revendications, mais je suis à leur disposition pour les voir avec mon équipe, pour les écouter. Merci beaucoup François Fillon d'avoir répondu à notre invitation. Merci Thierry.